Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon. Bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions essentielles pour comprendre le concept même d'intelligence urbaine. D'abord, s'il existe des villes intelligentes, existe-t-il aussi des villes stupides? Plus sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'une ville est jugée intelligente ou non par sa population? Quel est le rôle du numérique, des données massives et de l'intelligence artificielle dans la capacité des villes à répondre aux défis contemporains? Le développement de nouvelles solutions techniques et technologiques améliore-t-il l'intelligence et la résilience des villes? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec Pauline Folcher, enseignante et chercheure en marketing et communication territoriale à l'Université de Montpellier en France et co-titulaire de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente à l'Institut Montpellier Management. Docteur en sciences de la gestion, Pauline se spécialise sur les questions de culture numérique, de communication sociétale, de relations publiques et de marketing territorial. Ses activités de recherche portent sur les comportements des consommateurs, les représentations citoyennes et ce qu'elle qualifie d'intelligence urbaine vécue. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter des évolutions récentes au sein des interactions entre les collectivités territoriales et leur population en matière de qualité de vie, d'engagement politique, de lien social et de résilience urbaine. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Bienvenue, Pauline Folcher, à Légendes urbaines. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, tu collabores avec la Chaire sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Tu es même une spécialiste des notions associées à l'intelligence urbaine. On avait envie de recontextualiser avec toi l'idée reçue ou la légende urbaine selon laquelle c'est le virage numérique qui rend les villes intelligentes. Est-ce vrai? Quelle est la part de vrai? Quelle est la part d'exagération dans cette affirmation? Alors, ce qui est vrai, c'est que la définition que tout le monde donne à une ville intelligente partout dans le monde, c'est le fait qu'elle soit connectée et justement numérique. Néanmoins, quand on réfléchit un petit peu et qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une ville ou même un territoire, si on va être plus large, parce que ça marche aussi pour les territoires périurbains ou ruraux, un territoire intelligent, c'est autre chose. C'est plus supérieur en fait au côté numérique, en considérant le numérique comme un outil quelque part qui va nous permettre au territoire d'avoir un impact positif. Parce que c'est vrai que si on réfléchit un petit peu, une ville qui est intelligente, c'est une ville qui va servir ses citoyens ou même toutes les parties prenantes et qui va contribuer un petit peu à leur bien-vivre, à leur bien-être, qu'on soit une famille, des citoyens, enfin voilà, tout seuls, des entreprises, des associations, et voir un petit peu cet impact positif. Quand on a commencé un petit peu notre réflexion sur ce qu'était une ville intelligente, on est parti du principe de se dire, mais en fait, une ville bête, qu'est-ce que c'est? Et une ville bête, c'est une ville qui servirait en gros à rien ou qui même compliquerait peut-être un peu la vie de leurs habitants au quotidien. Et donc vraiment, c'est pour ça que les outils numériques, c'est sûr que ça peut permettre de capter des données, ça peut permettre à l'administration en fait de la ville de prendre des décisions, on va dire éclairées, parce qu'ils ont plus de données, qu'ils arrivent à analyser même plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Mais néanmoins, est-ce que ces données, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces données suffisent à avoir un impact positif sur le quotidien des gens? Donc, est-ce que c'est une condition à la fois nécessaire et suffisante pour qu'une ville soit intelligente? Est-ce qu'une ville pourrait être intelligente sans ces données? Et est-ce qu'une ville
qui déborde de données pourrait malgré tout ne pas être intelligente aux yeux de votre définition? Bah, dans la mesure où on voit et puis, on en parlera peut-être après, de le baromètre, sur l'intelligence urbaine vécue qu'on a créé, avec la partie française en fait de la chaire sur les usages et pratiques de la ville intelligente. On voit un petit peu que, ce qui va avoir énormément d'influence sur le bien-être des gens, c'est les relations sociales et le lien social et la capacité de la ville à créer ce lien social. Est-ce que le numérique crée du lien social? Pas forcément. Il peut y avoir des applications qui favorisent les rencontres et cetera, mais ce n'est pas suffisant et on voit que certaines villes, j'ai notamment visité, il y a 2 ans, Singapour qui est extrêmement, numérisée avec, enfin voilà des robots policiers où on se sent parfaitement en sécurité. C'est évident. Dystopique, mais sécuritaire. C'est ça, on se sent c'est assez ambivalent comme sentiment. Néanmoins, le sentiment que j'ai eu, mais bon, en tant que «touriste» entre guillemets, hein, c'était que, bah, il y avait pas tant de lien social que ça, que les gens avaient pas l'air, ultra heureux, voilà, ils faisaient attention plus à leur comportement qu'à autre chose. Donc après, il faudrait approfondir et aller interroger, ces personnes qui habitent à Singapour pour savoir s'ils sont réellement heureux ou pas. Ouais. Après, il y a peut-être une dimension culturelle aussi, mais ça me semble pas suffisant. Parce qu'il y a ce côté, voilà, se sentir en sécurité. Ça contribue certes à son bien-être, un petit peu, mais voilà, les interactions sociales, la solidarité et cetera qui viennent réellement avoir une influence sur notre bien-être au quotidien, bah, là, ça le numérique ne le permet pas. Puisque tu mentionnes ici, disons, si on prenait l'extrême opposé de Singapour du 21e siècle, ce serait le petit village français du 19e où il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux et tout, et où donc on ne parlait pas de territoires intelligents, mais où manifestement il n'y avait que du lien social. Et donc, potentiellement, que cette intelligence urbaine vécue que Oui, tu oui. mentionnais, vous l'auriez vu, ou à tout le moins dans vos entretiens avec les gens, pas nécessairement avec les décideurs ou les gestionnaires, mais avec ces gens du quotidien, vous aurez mentionné que leur territoire répond parfaitement à leurs besoins, leurs aspirations en matière d'interaction. Ah, en matière d'interaction, c'est sûr. Après, il faut aller aussi au-delà, du lien social. C'est une dimension extrêmement importante, hein, un impact positif sur la vie des gens. Mais il y a aussi, tout un aspect un petit peu de configuration du territoire, avec cette capacité au territoire d'être inclusif et même de proposer une offre de services, d'infrastructures, d'espaces, qui soient à la fois, divers, importants, accessibles en mode de proximité, et tout ça et bon et si on regarde ton image du village en fait, du village gaulois presque, Presque, ouais. d'Astérix et ben c'est un peu et ça existe encore aujourd'hui, hein, cette difficulté à accéder aux services publics qui sont parfois éloignés et qui du coup compliquent, la vie des gens. Enfin voilà, arriver à se déplacer, notamment en ce moment avec les injonctions à ne plus prendre sa voiture, et cetera. Voilà, les vrais débats qu'il y a en France, c'est se dire: «Bah, en fait, moi, je ne peux pas, me passer de ma voiture» et donc en fait, un territoire intelligent, c'est un territoire qui arrive à la fois à mixer, une configuration des espaces, qui permettent une accessibilité facile, bah, voilà, aux services, à tout ce dont les individus ont besoin au quotidien mais qui reste suffisamment humain, qui permet, de créer du lien social pour qu'ils soient heureux dans cette ville-là. Et donc, il y a vraiment, enfin voilà, c'est un mix un petit peu entre tout. C'est pour ça que, certains disent que ce territoire intelligent, c'est en gros, c'est une utopie. C'est vrai que nous, on le regarde un petit peu comme, un territoire presque «théorique» entre guillemets, hein. OK. On va essayer de faire ressortir les ingrédients qui permettent d'avoir ces impacts positifs. J'imagine que votre recherche, elle vous amène à postuler que des ingrédients sont importants, puis ensuite valider auprès des usagers du quotidien que ces ingrédients-là ont bel et bien l'importance que vous avez imaginée. Oui. Est-ce qu'il ressort des différences entre, par exemple, ce que la littérature nous indiquerait, ce que vos recherches vous indiqueraient et ce que l'intelligence vécue relève? Oui, parce qu'en fait, la littérature en gros, on va se situer dans la littérature un peu de l'évaluation des politiques publiques urbaines et généralement, en fait, cette littérature, elle va regarder, en gros, les outputs un peu de sortie. Enfin, voilà, je fais une politique, de l'emploi, combien de personnes en bénéficient? Assez classiquement, et donc toujours avec le regard un peu organisationnel de la ville. Nous, on a vraiment voulu regarder, et étudier, en fait, comment les gens qui vivent la ville perçoivent les choses. Et donc on leur demande pas, si, ils pensent que, tout le monde bénéficie de cette politique de l'emploi, mais on va leur demander si la ville est organisée de sorte
à ce qu'ils puissent facilement trouver de l'emploi, eux, en fait, et de leur ressenti à eux. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti un petit peu des ingrédients de la littérature sur, voilà, qu'est-ce qui est évalué généralement par les organisations. Et puis, on a du coup créé des échelles de mesure. Et puis, on est allé à la rencontre, en fait, d'un échantillon là, de Français, en l'occurrence, hein, d'habitants des 23 grandes métropoles françaises. Et puis, on les a questionnés justement sur savoir est-ce que leur ville est je peux te donner un exemple. Mhm. Ma ville propose un accès simple à l'ensemble des choses dont on pourrait avoir besoin au quotidien. Est-ce que voilà, après, est-ce qu'il y a des services de proximité qui sont suffisamment diversifiés pour répondre aux besoins de tous? Tu vois, on va pas demander est-ce que la ville est inclusive? On va y aller par la diversité, par la quantité, par la facilité d'accès et pour tous en fait. Et donc voilà, on va mesurer divers items en fait sur la configuration spatiale. Et puis après, l'étape d'après, au-delà de cette configuration, c'est la coordination. Mhm. Parce que quand on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une ville bête? Voilà, une ville bête, ça serait une ville, par exemple, où, je sais pas, il y aurait une rue qui foncerait dans un mur, en fait, où les choses sont pas bien coordonnées ensemble. Où la main gauche ne sait pas ce que la droite fait. Exactement, exactement. Ou voilà, les transports en commun n'amèneraient pas aux endroits que les gens utilisent, enfin voilà, du quotidien ou ce genre de choses. Et donc après, on va leur demander en fait, au-delà de cette configuration, s'ils trouvent que leur ville a la capacité de communiquer avec eux correctement, de façon voilà pertinente et personnalisée. Est-ce que selon eux, leur ville est à l'écoute de leurs besoins? Et donc là, on passe dans cette phase de coordination. On va leur demander si selon eux, elle est organisée de façon performante. On va pas, vous voyez, évaluer vraiment l'aspect de la gestion de la ville. C'est voilà, en gros, est-ce que la ville, elle est bien organisée? Et tout ça pour ensuite, après, regarder voilà, si ce qu'on a appelé l'orchestrabilité du quotidien, c'est-à-dire si tout ce qu'ils ont à faire au quotidien, en fait, c'est facilité par ces services qui sont mis en place par la ville. Et alors, à la lueur de ce que vous avez demandé, des interrogations à cette population, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, que vous n'attendiez pas? Déjà, quand on va regarder juste des résultats, on va dire, assez descriptifs, ce qui nous a étonnés, c'est que les habitants de ces métropoles, notamment, ils sont très attachés à leur ville. Ouais. Ils s'y sentent très bien. Mais par contre, ils ne participent pas du tout aux actions qui sont mises. Enfin voilà, on a en gros que 13% des répondants qui disent participer activement aux actions mises en place par la ville. Et pourtant, ils sont attachés à elle, ils s'y sentent bien, etc. Donc ça, c'est un lien qu'il faut creuser sur le pourquoi de enfin, voilà, pourquoi cette participation est plutôt faible. Et donc, quand on avait regardé notamment sur les résultats de 2022, mais ça se confirme aussi sur les résultats de 2024, on voit qu'il y a un résultat sur la capacité d'écoute de la ville qui est plutôt faible. Et donc du coup, les gens, en fait, ne se sentent pas écoutés par la ville et se OK. disent un petit peu: «Bah, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien que je participe au comité de quartier ou quoi, parce qu'on m'écoute pas». Ouais. Et donc on remarque que si la ville, elle va développer ses capacités d'écoute, vraiment des besoins de chacun, de prendre en compte les propositions, des citoyens, et ben, on va avoir une implication citoyenne qui va augmenter, de fait. Et c'est vraiment l'élément sur lequel il faut travailler, notamment en France. Je sais pas si c'est pareil au Québec, Ah, mais sans doute, l'humain est humain. Qui est, disons, curieux ou quasi paradoxal, c'est que la ville répond bien à leurs besoins sans même les écouter. Hem, pas forcément, parce qu'après, voilà, c'est un petit peu on va dire la limite de ces baromètres qui sont une étude quantitative et donc on leur demande s'ils se sentent bien dans la ville et donc est-ce ils sont 57,5 là en 2024 à dire qu'ils se sentent bien ou très bien, dans leur ville. Mais je sais pas pourquoi. Ah, il n'y a pas de description Non. ni de quantification du niveau de bien-être. C'est ça. Et là, après, du coup, il faut compléter ce baromètre. C'est aussi l'intérêt du baromètre, c'est de mettre en lumière des points qu'il faut creuser par des études qualitatives Mhm. ensuite, des focus group ou des entretiens individuels pour savoir vraiment qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien. Moi, avec le baromètre, ce que je vais regarder, c'est comment la configuration, la coordination vont permettre d'augmenter ou de diminuer, en fait, si c'est mal fait, du coup, ce sentiment de bien-être. Mais je n'ai pas l'explication de ce total bien-être, en fait. Puis Voilà. si on parle de nous-mêmes, on est des citoyens de la ville. Évidemment, on est les poissons dans l'aquarium, alors forcément, on s'observe et on modifie ce qui se passe dans l'aquarium. Mais si j'avais à dire ce qui, moi, m'apparaît important pour qu'une ville soit intelligente, ben, c'est par exemple que la provision de services s'effectue de manière
adéquate. Mhm. Je ne sais pas si c'est une vision qui est nord-américaine ou si elle est partagée par vos concitoyens en France, mais il reste quand même au Québec une proportion non négligeable de la population qui ne se soucie pas peut-être autant que les chercheurs universitaires ou que nous, citoyens intéressés, le faisons, à l'intégration multiculturelle, à la protection de l'environnement, à l'offre de loisirs et tout, mais qui se soucie plutôt d'une sorte d'intendance quotidienne municipale, collecte des ordures, déneigement, éclairage des rues, sécurité de quartier et contrôle de la taxation foncière, qui ressemble davantage à une vision très administrative et très peu gouvernementale. Et donc, si on interroge cette population, probablement qu'elle va révéler qu'elle est insatisfaite parce que des mesures d'intégration sociale coûtent cher et font augmenter leurs impôts. Alors ça, on l'a pas mesuré dans le baromètre, parce que du coup, volontairement, le baromètre, on veut qu'il soit adaptable en fait à toute forme de territoire, et Ouais. donc on a interrogé sur le système et pas sur les actions en particulier. OK. Néanmoins, on a posé la question de savoir si, selon eux, les gens qui étaient autour d'eux sont concernés par l'écologie. Et là, on n'a pas des résultats très très élevés Non? non plus. Non, non. Bon. En France, peut-être Non comme au plus. Québec. Non plus. Ni de la même façon sur l'implication citoyenne. Est-ce que, au-delà de est-ce que vous participez, on a demandé est-ce que selon vous, les gens autour de vous participent et sont impliqués dans la ville? Et là aussi, on a des résultats qui sont plutôt faibles. Et ce qu'on va regarder, c'est une fois de plus comment le système ville va venir accroître ce sentiment en fait d'implication. Et donc là, on a au-delà de la dimension configuration et coordination, on a une troisième dimension qu'on appelle voilà, des variables indépendantes qui vont venir influencer tout ça. C'est ce qu'on a appelé la résilience urbaine. Mhm. En gros, c'est la capacité de la ville à un peu se projeter dans le futur, entre guillemets, hein, et à la fois anticiper les problèmes qui pourraient arriver, les problèmes extérieurs, à s'adapter aux changements à long terme, qu'ils soient environnementaux, mais aussi géopolitiques ou autres. Hein. Là, en Europe, en ce moment, on se pose des questions aussi pas mal là-dessus. Et puis, la capacité du territoire à être résilient au sens propre, c'est-à-dire à se remettre de la crise, se remettre rapidement d'une crise ensuite. Et cette dimension de résilience urbaine, eh ben, plus elle est élevée, plus les citoyens vont se sentir à la fois bien rassurés. Et donc là, on va avoir après une prise en compte un peu plus importante de la dimension écologique là-dessus. En gros, c'est en fait si ma ville ne s'en occupe pas, moi je ne m'en occupe pas Mhm. non plus, quoi. C'est le besoin d'exemplarité de la collectivité territoriale. Et surtout du territoire à rendre les choses faciles. J'ai remarqué ici à Montréal, il y a quand même beaucoup de poubelles partout, des cendriers partout. Nous, ce qu'on va voir dans certaines villes de France, c'est pas forcément le cas, où les gens vont dire, mais en fait, si tu me mets pas des poubelles juste à proximité ou un cendrier, moi je vais jeter mon mégot par terre, quoi. C'est à la ville de vraiment, juste une fois de plus, configurer un petit peu tout ça et le penser. Il faut rendre les pratiques écologiques faciles, en fait. Ce qui ramène à la dialectique entre une ville est capable de se projeter dans le futur, d'anticiper les problèmes, d'y trouver des solutions en mouvement, et sa capacité justement à mobiliser l'intelligence collective pour trouver ces solutions, plutôt que d'être la seule à réfléchir et d'imposer ces solutions à la population, de compter sur la population pour impulser des dynamiques, pour faire jaillir des idées. Si une ville est dans le quotidien jugée comme étant peu à l'écoute, on peut imaginer qu'elle est mal outillée pour que sa résilience soit celle de sa population, non? Complètement. Là, il y a vraiment ce résultat que l'on a où en fait les injonctions à agir correctement ne suffisent pas. Il faut justement que la ville comprenne les difficultés, le pourquoi est-ce que les gens n'adoptent pas ces pratiques-là et apporte des solutions personnalisées et qui s'adaptent aux difficultés de chacun pour rendre les choses plus faciles. On a vraiment cette notion, et ça on le voit même dans d'autres études qu'on peut mener à côté, d'une propension des individus au sans effort. C'est facile de commander un livre sur Amazon, il est chez moi en 24 heures ou moins, peut-être ici c'est plus rapide qu'en France, plutôt que de descendre, d'aller chez son libraire, son commerce de proximité, etc. Et donc ça, on le retrouve un petit peu sur toutes les dimensions de la consommation, entre guillemets, et même de la consommation, on va dire, citoyenne. Il faut que les choses soient faciles. À partir du moment où ça demande trop d'efforts à l'individu, il va pas le faire. Sauf si on l'oblige.
Sauf si on l'oblige. Alors là, ouais, ça c'est le gros débat un petit peu de la dictature écologique. Mais je pense qu'il est central dans cette dernière dimension qu'on aborde, parce que justement, si on sait que de commander son bouquin sur Amazon, puis de le faire livrer à la porte par un petit véhicule, plutôt que d'aller à pied ou chez le libraire du coin, c'est un comportement qui est écologiquement bien pire, et qu'on le multiplie par le nombre de personnes qui l'effectuent, par le nombre de fois qu'ils l'effectuent chaque année. Si on surtaxe Amazon ou on surtaxe la livraison, on modifie le signal prix d'aller acheter le bouquin chez le libraire et on modifie le comportement. Ça peut faire partie des solutions aussi de doper la facilité de ce qui est jugé difficile et de plomber la facilité de ce qui est jugé facile mais néfaste. Ah ben, une fois de plus, ça dépend un petit peu de la propension à payer, des consommateurs, entre guillemets, hein. Il y en a ça dépend du pourcentage déjà de la taxation et du coût par rapport à l'effort, on va dire logistique que ça va nous demander. Donc ça, j'ai pas les résultats dans mon baromètre là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut, forcément, creuser. On voit, bah, notamment en France, si on reprend l'exemple des livres, et d'Amazon, on voit qu'il y a une augmentation, donc il y a un tarif de livraison qui est élevé, au-dessous de, je sais plus, 35 € je crois, de commande de livres et après la livraison est gratuite qu'à partir de 35 € et donc ça change juste le comportement d'attendre en fait ou d'acheter plus de livres que de se dire: «Bah non, je vais descendre chez le libraire» et donc une fois de plus, ça dépend aussi, bah, dans quel territoire on se trouve. Si, je suis en centre-ville, que j'ai une librairie en bas de chez moi, OK, mais si j'habite dans un village, bah, je vais, commander 3 livres plutôt que de prendre ma voiture et puis d'avoir cet effort, ce coût à la fois de temps, de logistique, pour aller chercher, mon livre après. Hmm. Que cette conversation-là fait ressortir, dans le fond, c'est que le virage numérique, il est porteur de solutions, d'avoir sur soi son téléphone qui nous permet de partager nos idées avec nos décideurs, d'utiliser des applications pour photographier des problèmes urbains pour les partager. Mmh. Ça démultiplie le nombre de capteurs disponibles sur un territoire pour que l'administration soit toujours au courant de ce qui se passe, de ce qui est dysfonctionnel, mais ça rend aussi d'autant plus facile des comportements qui, eux, sont néfastes. Mmh. Dès lors, est-ce qu'on pourrait dire les risques pourraient dépasser les bénéfices et qu'une ville trop numérique risque de plomber son intelligence pour cette raison? On pourrait, notamment en plus si on considère l'impact écologique en plus des outils numériques. Donc voilà, En après plus, c'est voilà, effectivement, indépendamment du camion de livraison, il y a l'utilisation du serveur, le stockage nuagique qui eux-mêmes consomment énormément d'énergie et génèrent des gaz à effet de serre. exactement et donc il faut regarder en gros, je pense qu'il faut faire la part des choses, hein. Il est évident que, une ville munie de capteurs, bah, va permettre, enfin, à ses décideurs, bah, de prendre des décisions qui vont être, elles, peut-être plus intelligentes, on pourrait le dire, comme ça, hein, parce que, les capteurs vont avoir la capacité à capter des données qui sont vraiment hétérogènes et les mettre en perspective pour cette aide, à la décision. Donc c'est à la fois, gagner du temps et puis, avoir quelque chose de performant et d'efficace. Après, peut-être qu'il faut redéfinir qu'est-ce que la performance, voilà et ça va être quelque chose de, voilà, efficace, on va dire, financièrement, performant d'optimisation. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Voilà et est-ce que c'est ce qu'on veut sur toutes les dimensions, en fait, de notre, vie et de notre ville? C'est là où il faut se poser un petit peu, les questions et c'est là où après, j'ai envie de dire l'inclinaison politique quelque part de la ville va faire ses choix, là-dessus. Parce que on en revient ultimement au brouillage des frontières entre, disons, le rôle du décideur qui a été élu par la population pour prendre les décisions, Mmh mh. à une époque où la population ne pouvait pas vraiment communiquer constamment ses volontés. Mmh. Et aujourd'hui, la notion que tout le monde, même après avoir voté, même jusqu'au prochain vote, tout le monde cherche à modifier la teneur du discours politique pour soulever des enjeux de son quotidien, mais donc la démultiplication de ses communications sur ces enjeux du quotidien fait en sorte que ça peut devenir presque impossible pour un groupe de décideurs de trancher en toute connaissance de cause, puis en acceptant
que toute négociation de compromis s'accompagne d'insatisfaction de certaines personnes pour en satisfaire. Ça, c'est évident, hein. Enfin, voilà, après, en fonction vraiment de la vision et de là où on veut amener le territoire, qu'il faut prendre ces décisions-là. Après, il faut, et je pense que être à l'écoute de ces citoyens, c'est important, de mobiliser les outils numériques justement pour cette remontée d'informations. Ça peut vraiment servir. Après, voilà, une fois de plus, c'est que, notamment moi, sur les villes que j'ai étudiées, en fait, les individus font pas cette remontée d'informations. Ils râlent beaucoup, c'est peut-être spécifique français. Mais voilà, participer, voilà, les applications comme on en a une qui s'appelait Cityvox où justement tu prends en photo et puis ça fait remonter, l'info, s'il y a un problème sur la voirie ou ce genre de choses. Ce qu'on se rend compte, c'est que, il y a peu d'informations sur comment est-ce que le problème va être traité, où est-ce que ça en est et cetera et donc très, très vite, après le lancement de ces applications, les individus arrêtent de l'utiliser parce qu'ils en savent, C'est ça. C'est la pas boîte besoin. noire, un peu. C'est ça. Et puis, il y a, je trouve, après c'est presque un avis plus personnel que limite de chercheur, mais bon, ça se voit un peu dans mes recherches, c'est que souvent les personnes qui gèrent les villes ont du mal à dire on a pris du retard, ah, là on s'est planté, il faudrait peut-être revoir les choses. Et donc, c'est vrai que ça aussi, les usagers à qui on pose les questions, ils se disent, voilà, ils peuvent pas nous dire que tout marche toujours très très bien alors qu'on voit que ça marche pas. Et donc, il y a peut-être un peu aussi cette nécessité pour ceux qui gèrent les villes de prendre du recul et d'être transparent. Là aussi, on a vraiment, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la consommation du numérique, hein, ce besoin de transparence. Qu'est-ce qu'on fait de ces données qui sont captées, à quoi elles servent, et comment est-ce qu'elles vont contribuer au bien-être de chacun, ou est-ce que c'est justement pour augmenter les taxes ou les diminuer, etc. Et donc, il y a vraiment ce besoin de transparence qui ressort aussi de nos résultats. Qui pourrait devenir le vecteur d'augmentation de la volonté de participer. Peut-être, ouais. De sentir que non seulement on a voix au chapitre, mais une fois qu'on a exprimé une volonté, on sait qui prend le ballon, qui porte le ballon jusqu'où et comment, et qu'est-ce qu'il advient de la proposition qu'on a faite. Est-ce qu'elle est retenue ou non dans la prise de décision? Si oui, comment? Si non, pourquoi? Ça. Est-ce qu'il y a des villes parmi les 23 métropoles que vous avez étudiées qui vous sont apparues comme étant exemplaires ou inspirantes aux yeux de votre baromètre? Statistiquement, si reste vraiment dans ma position de chercheuse, il n'y en a pas qui ressortent plus particulièrement que d'autres. Il n'y a pas de différence statistique entre des métropoles par rapport à d'autres, justement sur cette capacité d'écoute. Après, chacune a leur spécificité un petit peu. Ce qu'on remarque plus de différence, c'est en termes de satisfaction par rapport à ce qui est mis en place, ou, mais ça c'est peut-être aussi très français, quel que soit le bord politique de la ville, en fait, c'est la stabilité politique qui fait que les gens sont plus satisfaits. Uh-huh. Certainement parce que, quand il y a un changement de bord politique, les personnes qui arrivent au pouvoir, entre guillemets, vont mettre plein de choses en place, notamment, enfin voilà, dans le sud de la France et sur une ville que je connais bien qui est Montpellier. Quand, on a changé de municipalité il y a eu plein de pistes cyclables qui ont été mises en place et donc du coup des difficultés pour les automobilistes, et cetera. Donc ce qui a augmenté, un petit peu l'insatisfaction en termes de mobilité, en se disant: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Enfin voilà, on n'arrive plus à avancer et cetera. Mais c'était vraiment sur cette phase de changement, en fait, de politique en 2022. Là, on voit que les résultats de 2024 sont beaucoup plus apaisés, où la satisfaction est remontée parce que, du coup, forcément, ces changements, on commence à voir les résultats, petit à petit, et donc voilà, il y a une diminution de l'insatisfaction. Mais vraiment la seule variable qui est statistiquement, différenciante, c'est cette stabilité politique où en fait il y a pas grand-chose qui change. En gros, quand on a cette stabilité politique, il y a pas de grands travaux qui sont menés, et donc du coup voilà, ça ne perturbe pas trop la vie des gens au quotidien. On pourrait presque postuler que c'est une dimension de la résilience, que la capacité à opérer des changements dans une forme de continuité plutôt que par rupture, révolution, transformation radicale. Mmh. Et donc que les villes les plus intelligentes sont celles qui arrivent à se remodeler sans bouleverser les pratiques des gens.
Oui, quelque part, ça peut être un peu ça, ou du moins sans forcer au renouvellement, ou alors en leur permettant d'avoir la capacité à innover un petit peu dans leurs usages. Mais surtout en donnant la capacité aux usagers à être autonomes et à avoir confiance en eux pour utiliser tous ces services, c'est ce qu'on appelle l'empowerment des usagers, et donc aussi cette capacité à innover, à chercher des nouvelles façons d'orchestrer leur quotidien, notamment que ce soit par le numérique ou par, ben voilà, j'arrête de prendre ma voiture, je vais prendre mon vélo, voilà, je vais me mettre à faire du compostage et cetera ou aller, faire de la consommation dans des boutiques de vrac ou autre chose. C'est plutôt cette idée que la ville les aide et leur facilite la vie dans cette innovation de leurs pratiques au quotidien. Ce qui fait appel à des termes qui sont plutôt en vogue en ce moment, de projets pilotes, d'urbanisme transitoire ou tactiques d'acupuncture urbaine, d'interventions qui sont donc faites dans l'optique d'être modulables, d'être temporaires, d'être facilement malléables à l'intérieur même de leur mise en œuvre par l'apport de la population. Donc finalement, on entre dans une dynamique de co-construction Mmh. des environnements urbains, des pratiques qui peuvent s'y adonner. Est-ce que c'est aussi un mouvement que vous avez pu observer? Oui, oui, c'est vrai qu'on le remarque aussi, et au-delà de tout ça, je dirais même plus que c'est l'adaptabilité. Une ville intelligente, c'est une ville qui s'adapte, à son environnement extérieur, aux difficultés, mais aussi qui s'adapte aux besoins de ses usagers. Le cap, la frontière, c'est que, quand on est des usagers, qu'on doit s'adapter nous-mêmes à la ville, bah, là, on n'est pas intelligent et puis hop, quand c'est la ville qui s'adapte et qui, du coup, devient inclusive, plus équitable et cetera, là, on vient de passer le cap et on devient une ville et un territoire intelligent. Mais si on reprend l'exemple de Montpellier, Ouais. forcément, quand vous avez fait davantage de place aux pistes cyclables, Mmh. vous avez repris de l'espace à la circulation et au stationnement des voitures. Mmh. Forcément, vous avez davantage répondu aux besoins et aux aspirations des populations qui souhaitent se déplacer à vélo en sécurité. Mais vous avez créé de l'insatisfaction chez les populations qui souhaitaient continuer à utiliser leur voiture. Alors, comment trancher? Comment est-ce qu'une ville intelligente parvient à trouver où placer l'équilibre? En proposant, des services et plus de choix. Bon alors après je fais pas de la politique, hein, mais en l'occurrence là, la ville de Montpellier, ce qu'elle a lancé, les transports en commun gratuits, Ah, depuis décembre, 2023, le 21 décembre exactement. Donc là, ça fait 1 an. On voit que les résultats sont plutôt positifs, où il y a de mhm, plus en plus de personnes qui prennent les transports en commun, notamment le tramway, gratuit. Avec, du coup, ils ont positionné des parkings aux alentours de la ville, des parkings, voilà, où on gare sa voiture et puis après on monte dans le tram et on se déplace comme ça. Donc, ça permet un petit peu de diminuer un peu la congestion, voilà, au niveau routier. Donc c'est proposer plus de services, proposer plus de solutions, de choix, en fait, à l'usager. Pour que lui soit après en mesure, et c'est aussi lui donner la capacité d'être en mesure de choisir ce qui est le plus pertinent par rapport à ses trajets au quotidien, ce qu'il a à faire. et est-ce que cette intervention de Montpellier a fait en sorte que de votre baromètre de 2022 à celui de 2024, vous avez pu voir une augmentation de la satisfaction de la population de Montpellier quant à la réponse à ses besoins? Oui, il y a une augmentation de la satisfaction. Bon, c'est quelques points de pourcent, mais on est en progression, là-dessus. Après, c'est pas fini parce que voilà, j'ai remarqué qu'à Montréal, il y avait quand même beaucoup de travaux aussi. Ouais. À Montpellier, ça continue. Il y a une dernière ligne de tramway qui devrait être mise en route, là, en 2025. Donc il y a encore des travaux qui sont occasionnés par cette nouvelle, ligne de tram. Mais voilà, on est, en progression un petit peu et c'est vrai que, les individus qui ont les répondants, bah, ils ont eu une augmentation de leur bien-être dans la ville, notamment, ouais, à Montpellier. Super. Ben, on va souhaiter que le baromètre de 2026 fasse ressortir un niveau de satisfaction encore plus grand. Si on regardait dans notre boule de cristal, pour conclure, quelle nouvelle dimension pourrait apparaître? Qu'est-ce qui, déjà dans votre baromètre 2024, depuis que tu revisites les questions que vous avez posées, les réponses qu'on vous a données, qu'est-ce qui semble voué à émerger comme nouveau registre de préoccupation? Qu'est-ce qui va devenir une dimension additionnelle de votre baromètre? Moi, ce que je pense, c'est que déjà là, par rapport à 2022, le côté résilience et le côté un petit peu, perception du futur et vision dans le futur est plus important qu'en 2022. Et bon après je sais pas si c'est spécifique au contexte français, mais je pense que la capacité à rassurer, sa population, à proposer une vision à long terme, pour le territoire de la ville va être, particulièrement important, et je pense que après voilà, il faudra voir les résultats, mais Mhm. que sur
2026 et autres, ça risque d'être une des dimensions qui a le plus de poids, en fait, à la fois sur le bien-être, qui a le plus d'impact positif, en fait, que ce soit individuellement ou sur l'aspect, collectif. Parce que, bah, voilà, après c'est lié au contexte, hein, et puis c'est vrai que, bah, le baromètre, on l'a même si on avait commencé à le construire, à le prétester en 2019, on l'a vraiment, lancé en 2022, c'était post, pandémie, et donc avec cette, insécurité un petit peu sanitaire, puis on voit les changements climatiques, là, en l'occurrence, quand on enregistre ça, il y a une tempête hivernale à Montréal, il y a vous connaissez les grands feux, nous, c'est les inondations, des feux dans des régions où il y en avait pas et cetera et donc vraiment, il y a ce côté un petit peu, voilà, rassuré. Puis aussi sur le numérique, avec notamment l'intelligence artificielle Ah aussi, ah. on en parle beaucoup, hein. Il y avait le sommet là à Paris sur l'intelligence artificielle la semaine dernière. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce que les villes vont en faire? Ça, c'est un des résultats qu'on a commencé à voir où vraiment, il y a encore quand même 13% des individus, des répondants qui pensent que les villes vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire Big Brother, quoi, pour les surveiller, qui ont peur de tout ça et qui pensent qu'ils ne l'utilisent pas forcément avec bienveillance, l'intelligence artificielle. Donc cette capacité aussi à rassurer sur l'utilisation du numérique, ça va être une dimension, à mon avis, importante pour le futur. Mais c'est pas un mince enjeu quand même, hein? Parce que le vrai Big Brother qui nous surveille, c'est plutôt notre iPhone ou Google ou... Et ouais, c'est ce qu'on remarque, voilà, dans d'autres mêmes études en France et tout ça, c'est qu'on va avoir plus de facilité à montrer à Meta sur Instagram ou autre tout ce qu'on mange, où est-ce qu'on est, etc., que de fournir ces données à la ville pour que justement elles nous permettent d'avoir des services plus adaptés et plus personnalisés. Là, il y a un écart un petit peu et je pense que c'est par rapport aux retombées, à l'intérêt individuel quelque part qu'il y a derrière, où bah, voilà, beaucoup d'individus voient un intérêt personnel à montrer ce qu'ils mangent sur Instagram Ouais. mais qui ne voient pas forcément encore l'intérêt de fournir leurs données à la ville. Et donc ça, c'est la ville a cette nécessité, doit avoir cette approche servicielle et arriver à démontrer ce que ça peut apporter aux gens, de capter quelques données individuelles, toujours dans le respect bien sûr de la vie privée, de la transparence, etc. Et de permettre à chacun de contrôler ce qui est fourni ou pas. Mais voilà, c'est vraiment cette approche servicielle qui est importante là-dessus. Ça paraît fou, mais on dirait que de plus en plus, les villes doivent se faire les psychologues de leur population. Peut-être. Bah, du moins, elles doivent fournir un espace qui est, suffisamment, serein, rassurant, voilà, inclusif, équitable pour que les gens s'y sentent, bien et n'aient pas envie, d'en partir. Ouais. Mais pour être propice à l'épanouissement, il faut qu'on soit chaleureux, aimant, et peut-être qu'on attend des choses d'une administration municipale, d'un ensemble de services techniques qui dépassent un peu ce qu'ils sont capables de proposer. Certainement. On en attend toujours beaucoup des autres, et notamment justement bah, voilà, de cette organisation au niveau des villes, du politique, en tant que tel. On attend ce qu'il ait les réponses à nos problèmes du quotidien. Ouais. Et voilà. Après, on remarque notamment en France, voilà, qu'il y a une vraie, pas insatisfaction, mais une vraie méfiance vis-à-vis du politique, qu'il soit à l'échelle locale ou nationale. Et donc ça aussi, faut retravailler un petit peu là-dessus, sur l'image de nos politiques et Ouais. d'arriver à démontrer comment ils peuvent contribuer justement et avoir un impact positif sur la vie des gens Mais au quotidien. ça aussi, ça paraît comme un beau paradoxe, parce que depuis le début de notre échange, j'ai juste la phrase de Kennedy en tête, hein, ne vous demandez pas ce que votre ville peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre ville. J'ai l'impression que dans le cas présent, c'est on ne m'écoute pas, donc ça sert à rien que je me prononce. Mhm. Je suis relativement satisfait dans l'optique où les choses ne changent pas. Et je voudrais que la ville fasse les choses à ma place, mais je fais pas confiance aux gens qui la contrôlent. Ouais, tu as bien cerné tout ce qu'on a raconté. C'est pas un portrait très, très positif là, mais en fait, c'est vrai. Et c'est là où on voit la différence, en gros, entre les territoires très urbains et les plus petits territoires. Où, vraiment, là, il y a ce côté un petit peu, bah, je me sers, en fait, de la ville quand, je suis dans un gros territoire urbain, j'ai pas grand-chose à donner. Alors que c'est pas ce qu'on retrouve sur des plus petits villages ou autres, où là, il y a vraiment ce besoin de solidarité, de participer. On sent qu'on a un rôle à jouer voilà, sur le village, alors qu'on l'a pas forcément sur la ville là-dessus. Mais après, ça de façon générale, hein, parce que j'avais fait ma thèse sur la consommation responsable, etc. Et dans ma thèse, ce qui va expliquer les comportements responsables citoyens, c'est l'intérêt personnel des gens.
et c'est l'influence qui est la plus importante plutôt que l'intérêt collectif. Donc voilà. Là, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est français? Est-ce que voilà, ça c'est à creuser aussi. Ou est-ce que c'est un fait d'époque? Je ne sais pas, mais voilà. Ça laisse plein de questions encore Oui, ouvertes. Mais en tout cas, merci de l'avoir pris le temps de nous les présenter et de d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Merci beaucoup à toi. À la prochaine. À bientôt. Voilà, c'est dit. Une ville intelligente est une ville où les gens se sentent heureux, épanouis, écoutés et surtout confiants que leurs élus sauront relever les défis des prochaines décennies. Mais le virage numérique n'est pas forcément la solution pour améliorer l'intelligence urbaine vécue. Si je devais résumer cet échange avec Pauline Fulcher en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, comme pour presque tous les enjeux urbains contemporains, la coordination est l'une des clés de voûte de l'intelligence urbaine. En effet, une ville intelligente est une ville configurée et coordonnée de manière à faciliter la vie des gens, à avoir un effet positif sur le lien social et l'entraide, ainsi qu'à répondre adéquatement aux besoins de sa population au quotidien. Deuxièmement, si on en croit le baromètre de l'intelligence urbaine vécue, malgré l'avènement de toutes les nouvelles solutions numériques et technologiques, aux yeux de leur population, les villes françaises demeurent très peu capables d'anticiper les défis du futur. Elles devront donc vraisemblablement se tourner vers d'autres avenues pour y parvenir. Troisièmement, enfin, la communication entre une ville et sa population procède de façon similaire à celle entre des parents et leurs enfants. En effet, la capacité d'écoute des villes est fortement corrélée à l'implication des populations dans la vie de la cité. Autrement dit, pour inviter une collaboration harmonieuse et fructueuse, les villes doivent se soucier du bien-être de leur population et se montrer à l'écoute de leurs préoccupations. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec Pauline Fulcher? Votre ville est-elle intelligente? Répond-elle adéquatement à vos besoins et à vos aspirations? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Légendes urbaines.